Oui, il est bien. Ouais. Ah oui, non, il est bien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici, au nom du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, pour ce 4e colloque. Le CDCA est une instance qui assure la participation des personnes âgées ou en situation de handicap à l'élaboration puis à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département du Cher. Il est présidé par Madame de Choulot. Madame Audry en est la vice-présidente de la formation personnes handicapées et je suis celle de la formation personnes âgées. Comme vous pouvez le lire dans le bulletin qui vous a été remis, nos 2 formations travaillent individuellement sur les sujets qui les concernent plus particulièrement. Mais elles se retrouvent dans des commissions mixtes pour traiter des problématiques transversales. Les chevilles ouvrières de cette instance sont constituées par les bureaux composés de 6 membres élus par l'Assemblée plénière. Pour la formation personnes âgées, ce bureau se réunit chaque premier mardi du mois. Il est essentiellement chargé de préparer le travail des commissions et il suit attentivement l'actualité concernant les personnes âgées. Chaque année, nous nous fixons 2 fils conducteurs sur lesquels nous travaillons plus particulièrement. Pour 2022, le premier concernait les conditions de vie en EHPAD. Je précise que ce choix avait été fait avant que l'affaire Orpea n'éclate. Le second fil conducteur se devait d'examiner la problématique de la désertification médicale. Afin de bien assumer les missions qui nous ont été confiées, nous nous devons d'examiner au plus près le fonctionnement des dispositifs. Voilà pourquoi nous participons au conseil de vie sociale d'un certain nombre d'EHPAD. Nous y siégeons en tant qu'observateurs et non pas en tant que donneurs de leçons. À nos yeux, le bon fonctionnement de ces instances est un gage de transparence pour les établissements. Ceci, en effet, leur permet d'expliquer puis de partager le quotidien des résidents comme celui des soignants dans un souci constant d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées. En 2022, le Conseil territorial de santé, qui est une instance de démocratie participative dans le domaine sanitaire, a été renouvelé. Le CDCA y a fait une entrée en force. Nous sommes désormais 4 membres représentants, dont 3 ont été élus au bureau et 1 à la vice-présidence. Là aussi, le travail est considérable. Il nous semble primordial d'associer les usagers à la construction puis à la mise en œuvre des politiques de santé. Les colloques, tout comme les forums, sont en quelque sorte la vitrine de nos actions. En effet, l'existence du CDCA est trop souvent méconnue du grand public. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder une thématique très anxiogène pour l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif de vous fournir des éléments factuels de réflexion. Pour ce faire, nous avons élaboré un questionnaire que nous avons largement diffusé concernant les conditions d'accès aux soins dans notre département du Cher. Vous pourrez constater que les réponses obtenues sont parfois surprenantes. Nous avons choisi cette thématique car elle est actuellement essentielle dans le quotidien de nos concitoyens. Nous n'avons pas la prétention d'apporter des solutions à cette problématique. Cependant, il nous a semblé intéressant de débattre autour des différents dispositifs mis en œuvre pour pallier les problèmes générés par cette situation de carence de médecins et plus généralement de désorganisation de notre actuel système de santé. Nous avons fait nôtre cette maxime de Nelson Mandela: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, se fait contre moi, et nous tentons sans cesse de la mettre en pratique dans nos actions. Je laisse maintenant à Marinette Audry le soin de poursuivre et de conclure ses propos introductifs. Quant à moi, je vous remercie de votre attention.
bonjour à tous. À mon tour de remercier toutes les personnes présentes. Les intervenants, sans qui la tenue de ce colloque serait impossible, les élus pour leur soutien, et le public, fidèle aux manifestations du CDCA. L'insuffisance de personnel de santé est très regrettable pour chacun de nous. Mais cette insuffisance se révèle encore plus préjudiciable pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap que nous représentons au sein du Conseil départemental à la citoyenneté et à l'autonomie. Les différents intervenants émérites qui nous font l'honneur de participer à ce colloque nous donneront les chiffres et perspectives de la CPAM du Cher avec Madame Senson, qui est manager. Nous entraînerons dans les réflexions soulignées par l'adresse avec Madame Ovasprelli, une gérontopsychiatre. Nous expliquerons les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et le docteur Lanotte, qui est coordinateur de la communauté professionnelle de santé, et ils nous exposeront les dispositifs en projet et ceux déjà mis en place avec l'ARS du Centre Val-de-Loire, avec Monsieur Moulin, que tout le monde connaît. Face à eux, nous, les usagers, avec nos difficultés à joindre un médecin sur notre territoire dans les meilleurs délais. Aux problèmes d'attente, parfois plus de 6 mois, s'ajoute souvent l'éloignement, l'accessibilité pour certains patients du cabinet médical ou de la maison de santé susceptible de les accueillir. Peu de jeunes médecins sont intéressés pour s'installer dans le Cher. Par ailleurs, beaucoup de médecins encore présents prétendent, dans un futur proche, à une retraite souvent repoussée aux dernières limites pour eux. De plus, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, il faut regretter précisément l'absence de spécialistes pour évaluer leur handicap. Chez certains, le diagnostic précoce est reconnu comme étant primordial pour la prise en charge future, les soins, la scolarisation, le suivi professionnel, etc. Je veux encore souligner la difficulté d'accès à des soins spécifiques pour les personnes en situation de handicap, en raison de défauts techniques en particulier ou de matériel non approprié. Si la situation perdure, il faut penser que ceux qui le peuvent déménageront pour se rapprocher des villes mieux pourvues ou abandonneront leur droit aux soins. Voilà beaucoup d'interrogations que nous soulèverons ensemble aujourd'hui. Je vous souhaite un colloque riche en enseignements et un bon après-midi. Je laisse la parole à Madame Dechoulot, présidente du CDCA. Bonjour, merci beaucoup d'être venus nombreux. En 2020, nous devions aborder le thème du sommeil. Bon, le Covid nous a rejoints. En 2021, nous devions aborder le thème du sommeil, mais nous avons encore été rejoints par le Covid. Et puis finalement, en 2022, où nous devions aborder le thème du sommeil, nous sommes rejoints encore par une actualité brûlante. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un énième colloque sur la désertification médicale? Eh bien non. Le CDCA représente les personnes âgées et les personnes handicapées du département dans de nombreuses instances. Et donc, c'est bien normal, car nous sommes présents, car nous faisons un véritable travail de concertation. C'est bien normal que le thème de la désertification médicale, finalement, nous soit apparu comme étant un thème évident aujourd'hui. D'autant plus évident que le CDCA, vous l'avez compris et vous le savez, s'occupe des personnes âgées et des personnes handicapées, c'est-à-dire d'un public qui est particulièrement touché par ce thème du docteur perdu. Touché au point qu'il nous a été remonté cette année de nombreuses ruptures de prise en charge médicale. Et dans le domaine de la dépendance ou dans le domaine du handicap, vous pouvez imaginer à quel point ces ruptures de prise en charge sont absolument dramatiques. Donc, nous avons voulu remettre cette question, une fois encore, à l'examen, et il nous a semblé important de faire avec vous un point sur la situation actuelle dans le département.
Alors, vous allez entendre plein de choses qui ne sont pas très gaies, hein, vous vous en doutez, mais je l'espère. Vous allez en retirer également l'idée que les acteurs du département sont mobilisés et qu'une fois le constat fait, eh bien, nous arrivons à nous mobiliser et nous arrivons à essayer de traiter ensemble cette question. Donc merci à nos intervenants qui vont s'exprimer chacun effectivement avec leur vision différente des choses. Mais je tiens à dire, et c'est important qu'en fait nous nous connaissons, que nous travaillons ensemble dans un certain nombre d'instances et que donc cette coordination n'est pas seulement aujourd'hui pour le colloque, mais cette coordination, elle existe en dehors des colloques et c'est un travail que nous faisons tous ensemble. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi. On vous dira peut-être un petit mot avec Bertrand Moulin d'espoir également à la fin du colloque, puisque l'ARS et le conseil départemental ont décidé d'unir leurs forces également sur un sujet qui vous tiendra à cœur. Et donc, je maintiens le suspense. Restez jusqu'au bout. Le docteur Elisabeth Ovas-Prély abandonne pour un instant son rôle d'animation de nos colloques, puisqu'elle est l'animatrice habituellement des colloques, pour intervenir et présenter quelques pistes de réflexion à partir du rapport de l'adresse. Merci Marie-Odette de cette introduction d'un sujet que nous avions choisi en nous interrogeant beaucoup, en disant c'est peut-être bien un sujet casse-gueule, hein, passez-moi l'expression. Effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de personnes, beaucoup de nos concitoyens. On le voit quotidiennement. Donc, pour introduire cet après-midi, finalement, que nous souhaitons un après-midi de réflexion, hein, et pas forcément un après-midi de polémique. Hein. Je crois qu'il faut que tout le monde puisse, je dirais, travailler et essayer d'avancer dans la résolution de ce problème qui est un problème très important pour tout le monde. Quel que soit l'âge, hein, ou quelle que soit la situation de handicap ou de non-handicap. Première diapositive, s'il vous plaît. J'ai une télécommande, donc j'appuie sur la télécommande. Voilà. Donc, pour introduire cet après-midi, donc j'ai souhaité proposer, je dirais, quelques éléments de réflexion à partir d'un rapport de l'adresse. Alors l'adresse, qu'est-ce que c'est ? C'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Et donc c'est un organisme qui fait partie du service des statistiques publiques et qui est piloté par l'INSEE. Alors, l'objectif de ce dossier, hein, je rapporte entre guillemets des phrases de ce dossier, c'est donc à partir d'une analyse de la littérature internationale, donc de toutes les publications, d'écrire les politiques et rassembler des éléments d'évaluation de leurs impacts, hein, de ces politiques, et dégager quelques réflexions pour alimenter le débat sur la situation française. J'ai pensé que c'était pas mal pour introduire notre après-midi. Parce qu'en effet, la situation de la France n'est pas unique dans le monde. La répartition géographique des effectifs médicaux est inégale dans beaucoup de pays à des degrés divers. Donc ces préoccupations sont partagées au niveau mondial et plusieurs rapports internationaux, hein, donc de l'OMS, de l'OCDE, de la Commission européenne, font état de cette situation. Donc, la littérature qu'on retrouve concerne un petit nombre de pays et notamment des pays, je dirais, occidentaux, entre guillemets, hein, comme les USA, le Canada, l'Australie, hein, où des systèmes de santé et de formation des médecins ne sont pas comparables à ceux de la France. Donc,
il est bien évident que l'étude de cette littérature internationale va supposer de faire des extrapolations. Alors, ces études montrent un certain nombre de déterminants dans l'installation d'un médecin, je dirais médecin généraliste, médecin de ville. On ne parlera pas là de l'attractivité des hôpitaux et de l'installation à l'hôpital. Alors, je dirais par ordre décroissant d'importance, on verra que dans une étude en France, une étude du Conseil national de l'ordre des médecins, on retrouve exactement les mêmes choses. En premier, les facteurs personnels. En deux, les conditions d'exercice. En trois, le contexte du territoire. Et en dernier, les aspects financiers. Je dis bien en dernier, les aspects financiers. Alors, ces aspects financiers, dans différentes études, donc l'Allemagne, la Norvège, l'Écosse, montrent que le niveau de revenu importe quand même, on ne va pas gagner des clopinettes si je peux dire, mais beaucoup moins que les autres aspects. Ce qui apparaît dans le rapport, c'est qu'influer sur la base d'incitations financières nécessiterait une augmentation très, très importante des revenus pour compenser des conditions considérées comme désavantageuses. On a un petit exemple en France en ce qui concerne les médecins urgentistes, je dirais intérimaires, puisque comme ils se considèrent comme étant en conditions désavantageuses, ils ont des exigences au niveau des hôpitaux, des exigences financières extrêmement importantes. Donc, les politiques d'incitation financière n'ont pas eu les résultats escomptés quand on analyse la littérature internationale. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, dont la France, les décideurs ont pensé que c'était le levier à actionner, c'est-à-dire avec des primes à l'installation, avec des augmentations de rémunération pour les consultations, etc., etc. Alors, dans la littérature, montre aussi que le soutien aux étudiants peut avoir une certaine efficacité à court terme, mais pas à long terme. C'est-à-dire, on y reviendra, mais l'incitation par des bourses, ça marche un peu, mais pas à long terme. Le contexte du territoire, il peut rejoindre les facteurs personnels. Mais ce qui apparaît nettement, c'est que la qualité des services du territoire, donc éducatifs pour les enfants, les écoles, et pas seulement les collèges et les lycées, mais aussi les facultés et l'enseignement supérieur. Les services récréatifs, donc sport et la culture, théâtre, cinéma, associations culturelles, montrent que tout ça, c'est important. Et puis, la qualité ressentie, je dis bien ressentie, du contexte géographique. Un bord de mer, la montagne, le climat a plus tendance à vouloir s'installer au bord de mer dans le sud qu'au milieu des plaines, je dirais, du Grand Est. Les possibilités d'emploi pour le conjoint, c'est aussi un élément très important. On y reviendra par rapport à la féminisation des étudiants en médecine, parce que encore aujourd'hui, malgré le féminisme ambiant, bien parfois le métier du mari prime sur celui de son épouse. On voit ça encore beaucoup. Et puis l'image sociale du territoire, c'est un problème notamment pour les banlieues défavorisées des grandes villes. Alors en revanche, effectivement, tous les territoires ont des avantages et des inconvénients, mais même un territoire qui semblerait avoir certains avantages, eh bien encore faut-il penser à s'y installer. Les conditions d'exercice. Alors c'est très clair, les médecins ne veulent plus travailler en étant isolés. Avoir d'autres confrères, des paramédicaux, un service hospitalier à proximité,
un laboratoire médical, un cabinet de radiologie, enfin, bon, toutes ces choses, donc sont demandées par les médecins qui ne veulent pas se retrouver tout seuls, perdus en campagne. Et puis, la possibilité de maîtriser sa charge de travail, de choisir son temps de travail, temps partiel, temps complet, sont des éléments très importants. Alors, d'où le développement des maisons de santé pluridisciplinaires et des centres de santé. Autre élément très important qui n'est pas abordé dans le rapport, mais que je souligne parce qu'il apparaît dans l'étude du Conseil national de l'ordre des médecins, c'est le salariat qui est, je dirais, plébiscité par les jeunes médecins en début de carrière, puisque plus de 80% d'entre eux souhaitent un emploi salarié en début de carrière. Alors, les facteurs personnels, on a vu que ce sont les facteurs les plus importants. En particulier, les attaches personnelles avec le territoire. Avoir sa famille dans ce territoire, c'est très important. La formation et les stages dans ce territoire. La situation familiale, donc quand on finit ses études de médecine, en général, on a 27 ans, 26, 27, 28. Bien souvent, à ce moment-là, on est en couple. Si on n'a pas déjà eu des enfants, on a envie d'en avoir. Enfin, donc, les facteurs personnels pour concilier vie professionnelle, vie de famille, sont extrêmement importants. Alors, le rapport donc, de l'adresse signale le succès d'expériences aux États-Unis, où ils ont sélectionné des étudiants issus de communautés ou de territoires défavorisés, et en décentralisant les lieux de formation. Alors, il semblerait que ces expériences aient été intéressantes. Alors, ce rapport, quelles interventions propose-t-il ? D'abord, agir sur la formation initiale. Augmenter le nombre de médecins formés, mais sans garantie d'une bonne répartition. Enfin, il y a quand même des limites en ce qui concerne le numerus clausus, dont nous avons subi et nous subissons encore plus aujourd'hui les effets, puisque pendant des années, on a formé un tout petit nombre de médecins. Dans la région centre, pendant des années, n'étaient admis à passer en deuxième année de médecine, c'est-à-dire après le concours, qu'environ 80 à 85 étudiants pour 800 candidats, 800 à 1000 candidats. Sur ces 80 ou 85 candidats, il y en avait quand même une partie qui arrêtait leurs études ou qui faisaient autre chose avant la fin de leurs études, de l'ordre de 15 à 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et ces 60 médecins, 70 médecins qui restaient, il fallait des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des médecins de santé publique. Beaucoup de postes se sont ouverts dans les hôpitaux, donc des postes salariés. Pour la médecine générale, la médecine de ville, pratiquement, c'était peanuts. Cette réduction considérable du nombre de jeunes médecins en formation faisait qu'il n'y avait plus d'internes dans les hôpitaux périphériques. Tous les internes étaient concentrés au centre hospitalier universitaire, éventuellement à Orléans, mais ils n'allaient plus dans les hôpitaux, comme par exemple celui de Vierzon, que je connais bien, où pendant 10 ans, plus de 10 ans, nous n'avons eu aucun interne. Donc, quand on parle de lieu de stage pour l'attractivité d'un territoire, quand plus personne ne vient en stage, bien évident qu'on ne peut espérer aucune installation sur ce territoire. Donc, là, actuellement, bien sûr, les pouvoirs publics ont quand même revu le nombre d'étudiants en médecine à la hausse, heureusement, mais ça ne fait pas très longtemps, et donc nous ne sommes pas prêts d'en voir les résultats. Espérons, dans 5, 6, 7 ans peut-être, nous aurons un afflux de jeunes médecins dans nos territoires parce qu'ils ne trouveront plus de place pour s'installer ailleurs. Peut-être,
Non, je dis bien peut-être. À l'époque, pourquoi ce numerus clausus? Parce que c'est tout bête, hein. Et là, je me tourne vers la CPAM, mais Madame Senson n'y est pour rien. Elle n'était peut-être pas née au moment où ça s'est décidé, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, un médecin coûtait tant à la sécurité sociale, donc c'était un raisonnement pur et simple d'économiste. Si on réduit le nombre de médecins, on va réduire le déficit de la Sécu. Donc, au lieu de former 200 médecins dans la région, on n'en forme plus que 80, donc on va réduire le déficit de la Sécu. C'était sans compter avec la féminisation, le temps de travail diminué, les nouveaux postes à l'hôpital, et puis le vieillissement de la population, hein, qui est un élément extrêmement important. Alors donc, augmenter le nombre de médecins formés, oui, il faut le faire, c'est évident. La sélection des étudiants en fonction de leur origine. Alors, c'est donc cette discrimination positive dont je parlais tout à l'heure qui semble efficace donc, dans certains endroits aux États-Unis. Ça, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, sauf de petites démarches que j'ai retrouvées. Donc, peut-être que M. Moulin nous en parlera, avec notamment l'Alter Passes et des dispositifs qui peuvent permettre à des étudiants d'origine plus rurale d'aller vers les formations médicales. Et puis, orienter le contenu des programmes et les lieux de stage. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on n'a pas d'internes dans les hôpitaux périphériques, comment voulez-vous qu'ils aient envie de s'installer sur le territoire? Alors, incitation financière donc, pour les étudiants, aide aux étudiants avec engagement d'exercice pendant un certain temps dans des zones défavorisées. Bon, ça semble avoir une certaine efficacité. Alors, parlons de cette fameuse régulation de l'installation que tout le monde, finalement, que le grand public dit il faut obliger les médecins à s'installer. Alors, il y a deux systèmes au niveau international, deux systèmes qui ont été essayés. Donc, soit un passage obligé dans des zones déficitaires pendant une durée déterminée, ça a été fait au Canada en particulier, soit une restriction globale d'installation. Alors, les exemples internationaux vont plutôt dans le sens d'un impact positif de cette régulation des installations, mais les études ne permettent pas d'aller voir ce qui se passe au niveau très local, parce que, je prends un exemple, si on détermine une obligation d'installation en région centre, par exemple, ou même à l'échelle d'un département, si tous les médecins qu'on oblige à s'installer sur ce territoire y vont dans la métropole, ça ne résoudra pas le problème des zones rurales. Donc là aussi, régulation de l'installation, mais pas forcément n'importe comment. Et puis, cette régulation de l'installation en France trouve un obstacle très important, parce qu'on dit pourquoi l'ordre des médecins, etc., parce qu'il y a des principes en ce qui concerne la médecine libérale. Bon, on pourra en discuter. Le libre choix du médecin, quand il n'y a plus de médecins, on n'a plus de libre choix. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être que nos principes en France évoluent. Alors, conclusion de ce rapport, donc manque d'études fines à l'échelle locale. Manifestement, il n'y a pas de solution miracle, et c'est plutôt un ensemble d'interventions coordonnées qui peuvent être efficaces à terme. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui avec différents organismes, différents professionnels, parce qu'effectivement, il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir avancer dans ce problème. Alors, le problème des zones sous-dotées depuis longtemps, un petit peu comme chez nous, la situation s'aggrave parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins pour créer des structures d'exercice regroupées, ce que demandent les jeunes médecins. Pas assez de médecins pour être maîtres de stage d'internat parce que ça prend du temps et que la charge de travail des médecins en place est déjà très importante.
Donc, ce qui fait que c'est un petit peu, je dirais, le chien qui se mord la queue dans les régions sous-dotées. Et je pense qu'il faudra vraiment une impulsion forte pour pouvoir avancer sur ce problème. Alors, pour finir, juste un petit mot qui vient d'un travail du Conseil national de l'ordre des médecins, mais qui date de 2019, hein, donc avant la pandémie, qui disait qu'ils avaient fait une étude selon l'âge des médecins actuellement en exercice, hein, et que pour les médecins de moins de 40 ans, pour 73% d'entre eux, créer ou intégrer un regroupement de professionnels était quelque chose d'extrêmement important. Pour 71%, c'était les facilités pour la famille, pour le conjoint, pour les enfants. Et puis, pour 69% d'entre eux, la proximité géographique par rapport aux attaches familiales était très importante. Les aides logistiques ou financières ne représentaient qu'une chose importante pour 16% d'entre eux seulement. Donc on voit bien que les aides à l'installation, offrir des cabinets dans les campagnes, ça ne marche pas forcément très bien et qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Dominique Tallant, non, à Madame Senson, qui, elle, va vous donner les chiffres, excusez-moi, elle va vous donner les chiffres dont dispose la CPAM, la Caisse d'assurance maladie, en ce qui concerne le nombre de professionnels de santé sur notre département. Je vous passe la parole, Madame. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Madame Vastrelli qui a bien introduit le sujet, hein, effectivement, et qui a dressé un bon constat très complet des difficultés. Merci. Voilà, donc je vais vous parler, moi, de chiffres et perspectives. Alors, donc, au niveau indicateur démographique, on constate depuis une bonne dizaine d'années que les chiffres sont plutôt en baisse, principalement dans notre département, mais on parle aussi de la région Centre-Val de Loire qui est quand même plutôt mal dotée, à part Tours et l'environnement juste autour de Tours, hein, parce que même en Indre-et-Loire, on commence à connaître quelques zones sous-dotées. Donc là, effectivement, une baisse assez continue des effectifs de médecins. Alors là, je vous ai mis le nombre d'omnipraticiens au 31 décembre des différentes années. Et vous voyez que progressivement, hein, donc le nombre de professionnels s'effrite. Rien que pour l'année dernière, dans le département du Cher, on en a perdu 14. Et là, à ce jour, on en a déjà perdu 13 depuis le début de l'année. Donc, effectivement, une situation quand même qui a tendance à se détériorer au fur et à mesure, et on le voit bien, même en comparaison avec la France. Hein, vous voyez que le graphique, donc on voit une baisse quand même assez sensible, hein, au niveau de la courbe du Cher, la courbe la plus en dessous de celle de la France. Donc, où on voit effectivement une situation qui se détériore encore plus à partir de 2017. Même si on a connu un creux important aussi en 2014. Donc on a, sur les 5 dernières années, 36 généralistes en moins dans le département du Cher, hein, donc c'est bien entendu à prendre en compte. Et on va voir ensuite au niveau densité pour 10 000 habitants. Hein, donc en général, on présente la densité pour 100 000 habitants ou 10 000 habitants. Là, vous avez la densité pour 10 000 habitants dans le Cher, donc qui est de 6 médecins généralistes pour 10 000 habitants, contre 6,9 en région Centre-Val de Loire et 8,6 au plan national, sachant qu'en Indre-et-Loire, on est à plus de 11. Donc vous voyez que l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire souffrent, sauf l'Indre-et-Loire qui est encore assez bien pourvu, donc même qui est bien au-dessus du niveau national. Donc on voit encore, hein, donc un effritement de la densité médicale, bien entendu, qui est fonction de la diminution des effectifs d'omnipraticiens.
Alors, je vous ai mis également, donc là, et je vais peut-être m'approcher un peu parce que désolée. Comme j'ai pas édité mon support, parce que bon, il faut faire attention à l'environnement aussi. Voilà, donc je m'approche un petit peu parce que je voyais ça d'un peu loin. Donc là, nous avons la répartition des omnipraticiens par tranche d'âge et le taux de féminisation, parce que c'est effectivement des facteurs à prendre en compte, hein, même si, bien entendu, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Hein. Il faut que ce soit bien sûr les médecins hommes ou les médecins femmes, tout le monde doit trouver sa place. Mais en tout cas, il y a des phénomènes qui se conjuguent. Donc on a beaucoup de médecins seniors. Hein. Donc vous voyez qu'on a un pourcentage de 60 ans et plus surreprésenté, avec 42% dans le département du Cher, contre 32,4% au niveau France entière. Donc vous voyez que les médecins les plus jeunes sont beaucoup moins importants en nombre et en pourcentage. Moins de 40 ans, 13,3% de l'effectif seulement dans le Cher, contre 23,4% France entière. 40 à 49 ans, 12,2% contre 17,1%. 50 à 54 ans, 11,6 contre 10. Donc là, on est à peu près au même niveau que la France. Donc là où ça se détériore, effectivement, c'est sur les classes les plus jeunes qui sont moins représentées que les plus âgées. Et donc là, c'est en lien direct avec le numerus clausus, effectivement, qui a été le plus bas en 1993, avec 3500 médecins seulement qui donc un numerus clausus à 3500